I saw you from across the way, and I think about that moment every day. Holding on to that feeling is enough. Alors avec Caresse, en fait, elle m'a donné une chouette petite idée de séance que je n'avais pas encore fait avec elle. C'est vrai que c'est des choses que j'avais fait avec Abantos et Domino, mais avec elle pas encore. Je devais emporter une bâche dans la voiture pour un de mes cours, et donc du coup comme elle était pleine de sable, je l'ai secouée avant de la rentrer dans la voiture, et je l'ai secouée en fait juste à côté du paddock de Caresse. Et Caresse à ce moment-là était à peu près dans le milieu du paddock, je voyais qu'elle me regardait, et donc du coup pendant que je secouais la bâche, je lui parlais beaucoup parce que je voyais qu'elle était sur le point de s'en aller en courant en se disant ça fait peur ces trucs. La bâche elle la connaît, je l'ai déjà secouée autour d'elle en carrière, on a déjà travaillé avec en carrière, simplement quand elle est dans son paddock. Et pareil dans son box, comme c'est des endroits plus étroits et qu'en plus c'est un peu chez elle, elle a toujours très très peur dès qu'il y a des bruits autour, même de choses qu'elle connaît, elle sursaute très vite, elle s'encourt très vite. Et donc là du coup je me suis dit tiens bon exercice, je vais secouer la bâche, et du coup comme je l'ai beaucoup parlé avec une voix très joyeuse et tout, elle s'est dit bon ça a l'air rassurant, elle n'a pas bougé. Et donc dès que j'ai arrêté de secouer la bâche, par contre elle est tout de suite venue vers moi. Donc je me suis dit ah elle veut voir la bâche, elle me propose vraiment là un exercice pour le coup. Et donc du coup j'ai très vite, je me suis dit ok, j'ai très vite accepté sa demande, je suis rentrée dans le paddock, je lui ai montré la bâche, elle est tout de suite venue d'elle-même la sentir, et ensuite j'ai pu aller comme ça à chaque fois en me concentrant toujours, toujours cette même méthode, c'est-à-dire je me concentre sur la bâche, je ne regarde pas du tout Caresse, je ne mets aucune pression, et donc c'est pour ça que je ne la regarde pas non plus, sinon ça lui met une pression, je n'attends vraiment rien de sa part, simplement je regarde ma bâche et je m'amuse beaucoup avec, donc du coup Caresse se dit bah voilà la bâche ça a l'air très chouette, et surtout voilà le lâcher prise, pas être en train dans un coin de sa tête de se dire oh il faut qu'elle vienne, j'aimerais qu'elle vienne, c'est le but qu'elle vienne, ah c'est déjà foutu, non, juste la bâche c'est très chouette et je m'amuse beaucoup avec. C'est juste ça qu'il faut avoir en tête. Et donc ça a très bien marché parce que elle m'a suivi avec la bâche dans son paddock, et puis après je suis carrément rentrée avec la bâche dans le box en la faisant traîner par terre et en la secouant un peu. Et elle est carrément rentrée dans le box en suivant la bâche. Et toujours voilà, en la reniflant, en ayant vraiment le nez dessus et en la suivant de très près. Et là je suis vraiment fière d'elle parce que dans son box, c'est là où elle est le plus inquiète des bruits. Et une fois vous vous souvenez, j'avais fait une expérience avec le livre de Léa Lanzade où j'avais simplement posé des tissus à l'entrée de son box. J'ai vraiment dû aller la chercher pour l'aider à passer, et encore elle l'a fait dans le stress, etc. Et là je suis vraiment contente parce que sans rien que je lui demande, d'elle-même, elle a suivi cette bâche et elle est rentrée dans le box avec cette bâche. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc du coup, ça m'a donné l'idée, vu que Caresse adore les balades et qu'elle m'en réclame beaucoup en ce moment, je me suis dit, on va faire ça en extérieur. Et donc là, vous allez voir les images qui vont suivre, on est parti dehors, et je lui ai demandé comme ça de suivre la bâche en extérieur. Et donc voilà, comme je vous dis, c'est toujours bien les exercices comme ça un petit peu impressionnants, les bâches, etc., de les faire dans un endroit rassurant d'abord, et ensuite, de le faire en carrière, voire carrément, comme on l'a fait ici avant qu'elle me propose l'exercice dehors, de le faire carrément dans un endroit où elle est plus inquiète, comme voilà, le box et le paddock. Et malheureusement, voilà, pour le box et le paddock, ça n'a pas été filmé, parce que voilà, j'étais un peu prise de court quand elle m'a proposé ça, j'étais pas du tout dans l'idée de faire une vidéo, donc voilà, vous n'avez que les petits films d'après en extérieur. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire pour cet exercice de bâche avec Caresse, comme pour les exercices que je fais souvent avec Abantos, qui vous savez est très émotif, etc. La façon en fait dont je fais travailler ici Caresse avec la bâche, ou Abantos voilà, dans mes exercices de tous les jours, c'est en les faisant réfléchir. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire avec un cheval émotif comme Abantos, ou avec un cheval comme Caresse, voilà, qui est assez effrayé dans son paddock, dans son box, ça serait mieux de le faire travailler sans le faire réfléchir. Donc les méthodes traditionnelles, où du coup on va concentrer le cheval sur notre demande, comme ça il n'a pas le temps de penser à son stress, et on fait en fait un pied à pied, voilà, ça c'est un exercice assez connu, on va demander à un cheval d'avancer un pied puis d'avancer l'autre, on est dans le contrôle en fait du corps du cheval, dans le contrôle du physique, et on contrôle tellement chaque pied du cheval que le cheval devient un peu un cheval robot, et il fait parce qu'il est comme ça contrôlé comme une marionnette et ne réfléchit plus. Et du coup il est plus en fait dans le stress parce qu'il est juste dans la concentration de j'avance à pied, et il ne réfléchit plus du tout à ce qu'il fait et il n'a plus de vision d'ensemble. Et donc ma méthode, c'est vrai que ça peut paraître un peu plus long, mais au final on travaille sur l'émotionnel. Et au lieu de rendre un cheval robot pour qu'il fasse sans se poser de questions, on change le mental et on change les peurs, on les supprime. Et c'est par des associations positives, comme ça voilà, comme on vient de le voir là avec la bâche,
que je l'amène à comprendre ce que je veux et à aimer surtout ce que je lui demande. D'ailleurs Caresse, on voit qu'elle adore ça, parce que quand je secouais la bâche, je lui demandais absolument rien. Et c'est elle qui est venue me proposer « Oh, j'ai envie qu'on regarde ça, j'ai envie de voir ça d'un peu plus près ». Ce qui n'aurait jamais été le cas si quand je travaillais mes désensibilisations, je le faisais avec la méthode par exemple du pied à pied. Donc ça permet voilà, au cheval de garder sa fraîcheur, de faire des propositions. Et ça amène aussi plus globalement au fait que le cheval a envie de rester avec moi parce que ça lui plaît, parce qu'il a l'impression d'apprendre quelque chose, il a l'impression que c'est enrichissant pour lui et du moins que c'est amusant. Et moi j'ai pas du tout qu'un cheval ait envie de rester parce que la pression que je lui mets quand il s'en va est plus inconfortable que la pression que je lui mets pour faire l'exercice. Et malheureusement, c'est souvent le cas quand on voit des chevaux même de spectacle qui font des choses absolument magnifiques, mais en fait ce qu'il y a derrière, c'est la pression qui est mise pour l'exercice avec le stick, etc. est plus confortable que la très grande pression qu'il subirait s'il s'en allait. Et donc du coup voilà, je trouve ça un peu triste parce que le cheval ne reste vraiment pas par choix. Alors en effet, de nouveau, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite à installer, mais voilà, on se met pas à la place du cheval, on comprend pas ce qu'il vit, et on n'en fait pas un partenaire. Et quand on comprend ce qu'il vit, on peut d'autant plus facilement s'adapter à chaque cheval, et puis s'adapter aussi au niveau de tolérance de chaque cheval, parce que le niveau de tolérance, il est différent pour chaque cheval, mais il est aussi différent pour chaque situation, et même pour chaque cheval dans une même situation, on peut avoir encore un troisième paramètre, c'est-à-dire que ça peut encore être différent d'un jour à l'autre. Par exemple, voilà, prenons un cheval avec une bâche, il va pas y réagir le lundi, le mardi, le mercredi, et le jeudi, tout à coup, son seuil de tolérance semble avoir beaucoup diminué. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a eu en fait une accumulation de stress, que le cheval était peut-être rentré un peu en lui les jours d'avant, et que là, c'est trop, et du coup, voilà, on a un cheval qui a un seuil de tolérance beaucoup plus bas. Donc voilà, le seuil de tolérance, ça peut aussi varier d'un jour à l'autre, suivant comment on a travaillé. Revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment les personnes plus d'équitation et les personnes en fait plus d'animal. Donc celles qui veulent comprendre l'animal et celles qui sont plus dans l'équitation classique. Donc on n'apprend pas en fait le cheval, on n'apprend pas l'animal, on apprend à soumettre le cheval, maîtriser son corps, et on apprend en fait pas du tout ce que ressent l'animal et ce qu'est l'animal et pourquoi il réagit comme ci ou comme ça. Et voilà, dans ce que je fais, je n'apprends pas au cheval à faire attention à l'humain. Parce que souvent, voilà, on va voir dans des méthodes où on apprend au cheval à pas s'approcher, etc. Ça, on en a déjà parlé. Moi, en fait, je m'occupe du cheval, mais je m'occupe aussi beaucoup de l'humain, en fait, quand je donne des cours. Parce que j'apprends, en fait, à l'humain à se positionner et à se poser les questions. Pourquoi le cheval fait ça ? Pourquoi le cheval fait pas ça ? Pourquoi le cheval ne me répond pas quand je demande ça ? Et à toujours, en fait, se remettre en question et se demander qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais changer pour que le cheval réponde. Et apprendre vraiment, voilà, à l'humain à se positionner par rapport au cheval et à communiquer avec son cheval et à ouvrir cette communication pour pouvoir après avoir cette harmonie. Mais quand on apprend comme ça au cheval à faire attention à l'humain et qu'on lui met plein de barrières et plein d'interdictions, au final on ferme la communication et on ferme le cheval. Alors c'est vrai que c'est plus sécurisant, voilà, avec des gens qui ont peut-être un niveau en équitation débutant, etc. C'est sûr que c'est beaucoup plus rassurant, c'est beaucoup plus sécurisant. Mais par contre, on ne développe pas autant cette harmonie. Et je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant aussi de prendre plus de temps, mais d'apprendre nous-mêmes à se positionner, d'apprendre les codes, d'apprendre à comprendre, d'apprendre à lire, à répondre, et du coup d'en arriver à une relation beaucoup plus épanouie, même si ça prend un peu plus de temps. Je trouve que ça enrichit tout le monde, ça permet de ne pas renfermer le cheval, et ça permet d'ouvrir un petit peu l'esprit du cavalier. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est un petit exercice avec Arès de passer entre deux bâches, donc dans un passage étroit, et après de compliquer un petit peu, de carrément venir passer une petite barre entre ces deux bâches qui volent au vent. À savoir, voilà, je sais pas si vous vous souvenez qu'Arès avait très très peur des bâches quand elle est arrivée, et particulièrement pour passer dessus. Donc ça avait été résolu, je vous remets la vidéo ici en lien, c'est une ancienne vidéo, mais je trouvais ça intéressant de la revoir. Et voilà, et après on a travaillé donc beaucoup avec les bâches au sol, avec les bâches au-dessus de sa tête, mais pas avec des bâches sur le côté, et encore moins qui font autant de bruit. Et donc ici vous allez voir comment je procède, toujours comme d'habitude, hein. Voilà, mon focus sur le tunnel, mettre beaucoup de joie, montrer que c'est très très chouette. Et alors surtout, un détail qui est important ici, c'est la façon en fait dont je laisse la porte ouverte au cheval pour fuir. Vu que c'est un passage étroit, ça peut très vite devenir dangereux si
il y a une grosse peur tout à coup. Une grosse peur à cause d'un élément extérieur, à cause d'un mouvement de la bâche un peu plus vif dans le vent, ça peut arriver en début d'apprentissage. Parce que donc ce qu'on va faire, c'est toujours travailler à partir du seuil de tolérance pour l'agrandir de plus en plus. Et donc il faut toujours un petit peu sentir où est ce seuil de tolérance et sentir un petit peu où sont les possibilités de fuite pour le cheval. Donc c'est-à-dire qu'au début du passage étroit, Caresse m'a clairement montré que s'il y a un stress, elle va reculer. Elle va préférer reculer que d'avancer, ce qui est logique. Donc du coup là clairement je peux me mettre dans le milieu du passage étroit si je veux, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du milieu du passage étroit, là elle va préférer fuir en avant en cas de stress que de reculer. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? Je vais me mettre un petit peu plus sur le côté et laisser une porte ouverte. Donc là je me mets un petit peu plus du côté droit du passage étroit et il y a une porte ouverte à gauche. Je travaille exactement de la même façon quand je lui ai appris à passer calmement dans le tunnel. Toujours laisser la porte, déjà ça rassure le cheval, il sait qu'en cas de fuite il peut fuir. Deuxièmement, pour éviter en fait le cheval qui fuit avec violence, en fait moi j'avais remarqué beaucoup de chevaux qui avaient tendance à fuir en envoyant les pieds. Quand je donne des cours, je voyais souvent ce genre de chevaux qui fuient en envoyant les pieds. Je me disais, mais pourquoi? Mes chevaux, c'est vrai qu'ils n'ont jamais envoyé les pieds en cas de fuite. Parce qu'en fait, j'ai remarqué la même attitude chez tous ces propriétaires. Les propriétaires avaient tendance à bloquer la fuite de leur cheval. Et particulièrement quand ils sont en longe, quand le cheval a un besoin tout à coup, a un gros stress et a besoin de s'éloigner tout à coup, ils vont retenir le cheval, l'empêcher de fuir et essayer de l'arrêter. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Un cheval qui se débat, un cheval qui envoie les pieds et qui, à force, il finit par retenir que c'est sa manière de fuir, de partir au galop en envoyant les pieds. Il n'y a que ça qui marche pour que le propriétaire finisse par arrêter de tirer sur cette loupe. Et donc ça revient à ce que je vous ai toujours dit, on ne bloque jamais la fuite, on propose autre chose. Et quand il y a vraiment un moment de panique comme ça que le cheval pète en l'air, c'est une fois difficile en effet de proposer autre chose, mais alors surtout on laisse le cheval aller en avant, même s'il est en bout de longe, on le canalise simplement sur un grand cercle, sur une grande ligne droite, mais on l'invite à aller en avant, surtout pas bloquer et le remettre comme ça à l'arrêt face à ce qui lui fait peur. On canalise le mouvement, mais on n'empêche pas le mouvement. Et troisièmement, pourquoi je laisse cette porte ouverte? Parce que je veux apprendre au cheval justement, par la connexion avec moi et en réfléchissant, à venir calmement dans le passage, et pas en le bloquant simplement, et du coup, du fait que je suis là au milieu du passage, il avance à mon rythme, et il va pas plus vite, parce qu'il sait qu'il peut pas bousculer, mais du coup, il le fait pas en se calmant, en se concentrant sur le fait qu'il y a les bâches, et qu'il doit quand même passer calme, etc. Il ne fait pas en réfléchissant à son exercice, il le fait parce qu'on est là au milieu, et que le passage est bloqué. Et donc ça, je veux pas. Même si ça prend un peu plus de temps, je veux vraiment apprendre au cheval à ralentir en conscience, et de lui-même. Et donc voilà, et ça c'est de nouveau par le savoir-être, et surtout procéder par petites étapes en allant bien doucement pour que le cheval ne se sente pas à un moment donné coincé et dans l'envie de prendre la porte. Je dis, je laisse la porte ouverte au cas où, c'est une sécurité, et voilà, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées avant, pour que le cheval réfléchisse. Mais si le cheval prend la porte, c'est un peu un échec, ça veut dire qu'on a été un petit peu trop loin. Donc le but c'est voilà, vraiment de prendre son temps. J'invite le cheval à venir, mais dès que je sens qu'il y a un mouvement de recul, etc., hop, on recule, on retourne en arrière et on reprend les étapes d'avant. Et donc pour augmenter ce seuil de tolérance, ce que je demande, c'est le focus toujours sur moi, quand on est dans ce passage, et alors de toucher les bâches. Alors toucher un peu la bâche de gauche, toucher un peu la bâche de droite, et au début on avance comme ça en fait, pratiquement à l'arrêt, en touchant à gauche, à droite, et en avançant comme ça. Et puis petit à petit on peut passer un peu plus vite et aller de plus en plus loin. Et puis après, carrément, passer la petite barre sans plus s'occuper des bâches. Et ce qui est très important, voilà, je reviens là-dessus aussi parce que cet exercice, je l'ai proposé aussi en cours à des élèves. Et voilà, ce que je voyais souvent, c'était des problèmes de rythme et de timing, c'est-à-dire que voilà, quand on est ici dans ce passage étroit qu'on propose des choses, on demande le focus, on demande le cheval de toucher à gauche, de toucher à droite, il faut un peu de rythme pour que le cheval soit dedans le mouvement, soit dans le dynamisme.
Et pour éviter justement la déconcentration où le cheval il regarde ailleurs, du coup il est plus conscient de l'exercice et du coup c'est là qu'il se fait peur parce que d'un coup la bâche fait du bruit et comme il n'était pas là, il se fait peur. Donc c'est important de vraiment garder le cheval ici, là, dans l'exercice et donc d'avoir du rythme dans cette demande. Mais en même temps d'être très très zen, d'être dans le lâcher prise, pas vouloir absolument que le cheval passe, d'être dans le calme, d'être dans les gestes lents. Pour vraiment, voilà, dans une respiration lente, pour vraiment être dans le calme, mais quand même du rythme dans les demandes. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile à combiner les deux à la fois. Et toujours, évidemment, et ça c'est vraiment un truc très très général, mais je le redis là parce que c'est de nouveau quelque chose que j'ai vu chez mes élèves dans cet exercice-là. C'est vraiment important d'être carré, donc c'est-à-dire, on demande au cheval d'avancer avec nous, de s'arrêter avec nous, d'avancer vers nous, de s'arrêter un petit peu avant nous, et vraiment voilà, et d'être carré sur cette demande, et si c'est pas bon, pas avoir peur de reprendre, de remontrer au cheval où il doit s'arrêter, et jusqu'où on veut qu'il avance, etc. Pour pas se laisser déborder, parce que si on est comme ça dans le flottement, que ce soit pour cet exercice ou pour tous les exercices, mais c'est vrai que voilà, dans un exercice comme ça se voit d'autant plus. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'un peu stressant, un passage étroit, en plus qui fait du bruit. Par nos flottements dans nos demandes, si on n'est pas assez carré, ce qui va se passer, c'est que le cheval va pas se sentir en sécurité. Il va se dire c'est brouillon. Des fois je peux m'arrêter là, des fois je peux m'arrêter un peu devant ma cavalière, des fois un peu derrière, et au final c'est pareil, et il a l'impression qu'en fait, rien n'est vraiment noté de ce qu'il fait, que quoi qu'il fasse, ça change pas grand chose, il est dans le flou. Et donc du coup ça peut le stresser d'autant plus dans un exercice comme ça. Dans votre vie de tous les jours, c'est vrai que si vous êtes un peu flou, vous allez me dire moi mon cheval il fait quand même, oui, mais en cas de stress ça va devenir très très vite la panique. Donc c'est pour ça que c'est très important que vraiment votre cheval vous réponde. Quand c'est l'arrêt, quand c'est marcher, quand c'est reculer, voilà, ça c'est important d'être carré là-dessus. Après, c'est pas pour autant que quand le cheval dit je me sens pas en confiance, on recule avec lui, on le laisse aller à son rythme. Voilà, ça c'est deux choses différentes. Pareil pour le vient, c'est lui qui vient quand il le sent. Parce que de nouveau, il faut faire la différence entre les demandes où on lui dit voilà marche, arrêt, etc., où là c'est carré et où là il faut une réponse, et les choses où on propose, où l'attitude aussi est un peu différente, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Quand on propose le jeu avec un objet qui fait peur, on est dans la proposition, on est dans la joie, etc. Par contre, quand on veut passer à côté de cet objet une fois que le cheval est rassuré, là, on va mettre un va, on va mettre une intonation beaucoup plus sûre de soi. Pareil pour le savoir-être, on est sûr, on va de l'autre côté. Donc c'est toutes ces petites nuances qui sont vraiment importantes. Et si on n'est pas carré comme ça dans ces demandes, comme je vous dis, d'arrêt, de marcher, de position, etc., ça va créer des incompréhensions, et à force des incompréhensions, ça va créer des blocages chez le cheval, et vous allez vous retrouver à minima avec un cheval super lourd en longe, super lourd à toutes vos demandes, qui va être en retard un petit peu sur toutes vos demandes, parce que vous manquez de timing. Donc voilà, en fait, c'est des petits exercices qui paraissent pas très compliqués, mais au final, il y a beaucoup de choses auxquelles penser pour que le cheval puisse le faire vraiment dans de bonnes conditions. Donc voilà, par tout ce que je viens de vous dire, on voit en effet qu'il faut cadrer le cheval tout en restant dans la communication. Et donc voilà, je peux vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir et qui est assez parlant aussi, c'est par exemple un jeune cheval qui va bouger beaucoup au pansage. Donc déjà, il faut savoir que c'est normal. Pour un jeune cheval, un poulain, le pansage c'est pas forcément confortable, c'est plutôt un inconfort, il va falloir lui apprendre à trouver sa place. On en avait déjà parlé dans une vidéo précédente, comment je procède pour apprendre le toucher à un cheval qui ne supporte pas de se faire toucher. Donc voilà, un jeune cheval, il a besoin de clarté et de développer l'école avec les humains. Comme avec notre bâche en fait, il faut aller au-delà de l'acceptation de la bâche, donc ici aller au-delà de l'acceptation de l'humain, et que le cheval fasse vraiment une association positive avec l'humain. Et une fois qu'on a ça, une fois que l'humain est devenu confortable, là on peut commencer à montrer le comportement qu'on veut et féliciter ce comportement plutôt que de gronder ce qu'on ne veut pas voir. Donc une fois que ce cheval a fait cette association positive avec l'humain, c'est lui carrément qui va venir vers l'humain, et il faut toujours attendre en fait d'avoir ça pour aller plus loin. Pourquoi ? Parce que du coup ce sera beaucoup plus fort. Alors que si c'est nous qui approchons le cheval et le forçons à supporter notre contact, notre pansage, ça ne sera pas durable dans le temps, ça doit venir de lui. Donc au début évidemment, on fait un pansage très court, pas spécialement académique, voilà, ça doit vraiment rester un moment de plaisir pour le cheval et on doit se laisser guider par lui. Et ce qui peut être bien aussi, c'est de varier avec des petits jeux. Justement, un jeune cheval, il va aimer chipoter oui, mais comme je vous ai dit, on cadre tout en restant dans la communication. Il veut chipoter, donc on va lui apprendre par exemple à pousser une balle, à prendre quelque chose en bouche, mais à lui apprendre à le faire quand on le sollicite pour ça. Il propose ça, c'est très bien, du coup hop, on lui apprend comment le faire, dans quel cadre, et ça c'est pour éviter qu'il soit frustré et qu'il propose dans le vide. Le cheval a ouvert en quelque sorte une communication, on rentre dans cette communication, simplement on la cadre.
Si on ne réagit pas à ces tentatives de communication quand il chipote, si on donne une claque au cheval, qu'on le gronde quand il bouge, le cheval va se replier sur lui-même, va intérioriser, refouler, ça masque juste le problème et on n'avance pas. L'individu en fait va disparaître, elle va se rentrer en lui, parce qu'on va le faire rentrer dans un moule, et on ne garde pas sa personnalité. Alors que si on garde sa personnalité, en la canalisant, on peut aller bien plus loin et faire bien plus de choses qu'en supprimant la personnalité. Parce qu'on a quelqu'un de coopératif, et quelqu'un de coopératif fera toujours plus de choses que quelqu'un qui les fait dans la contrainte. Voilà, le jeune cheval a besoin d'un cadre pour le rassurer, et on ouvre la communication comme ça en lui demandant des petites choses, où le cheval va nous répondre, et petit à petit il va comprendre comment proposer les choses plus finement. Et un cheval qui bouge au pansage, c'est toujours une tentative de communication. C'est une tentative de communication des ressentis. Donc il faut les recevoir, les analyser et les canaliser. Et ça, que ce soit chez les jeunes chevaux comme chez les chevaux adultes, on en avait déjà aussi un petit peu parlé dans une autre vidéo, le cheval est conscient qu'il engendre des émotions chez les humains. Donc ça, il faut bien faire attention à ça, il faut faire attention à ce que l'on renvoie avec nos savoir-être. Si à chaque fois qu'on est avec notre cheval, on lui renvoie qu'on est déçu, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est jamais content de lui, il va le prendre, il va le recevoir. Je sais pas exactement comment il va le comprendre, mais en tout cas, ça va contribuer à l'image négative qu'il aura de la séance, des moments avec nous, voire carrément de l'humain. Par contre, si on renvoie du positif, qu'on est content, qu'on félicite, qu'on valorise, le cheval va se développer, va être de plus en plus heureux, il va associer nos séances à quelque chose de très positif, et ce que l'on renvoie au cheval peut aussi changer l'image qu'il a de lui-même. Donc ça, je l'ai vu avec Avantos, mais aussi avec Caresse, à travers justement tous ces exercices de confiance. Les chevaux du coup prennent confiance en eux, parce qu'ils se rendent compte qu'ils arrivent à faire des choses, parce qu'on valorise ce qu'ils font, et qu'on leur renvoie une image très très positive. Et donc on en arrive avec Caresse à la partie montée, où là le but c'est vraiment donc de la faire sauter carrément dans un couloir de bâche. Donc on y va très doucement, d'abord au pas, on reprend sans agiter la bâche, puis petit à petit en agitant la bâche, ensuite avec le trot, des barres par terre, et ensuite avec le trot avec un petit obstacle. Et ça s'est vraiment fait très très bien, parce qu'on avait bien préparé ça à pied, et il n'y a vraiment eu aucun souci. Et pourquoi il n'y a eu aucun souci? Parce qu'elle n'a pas fait seulement que accepter la bâche et ne plus en avoir peur, j'avais réussi à l'associer à pied avec les petits jeux, comme je fais toujours, voilà, lui faire toucher la bâche, la récompenser, mettre beaucoup de joie, lui montrer que voilà, la bâche c'est très très chouette. Elle a vraiment réussi à associer ça avec quelque chose de très confortable, de très amusant, et d'ailleurs d'elle-même, même quand je proposais plus rien, hop, elle allait sentir la bâche. Donc voilà, donc elle a vraiment aimé ça, et du coup après quand je suis montée, j'ai vraiment senti, elle m'emmenait vraiment vers la bâche. Dès que j'ai commencé à la mettre au trot, au pas c'était un peu moins évident à voir, par contre dès que je l'ai mis au trot, vraiment elle m'emmenait vers cette bâche, et par contre, ce qui était très très bien, c'est qu'elle n'accélérait pas une fois dedans. Elle avait tendance à accélérer pour y aller parce qu'elle était très contente, et une fois qu'elle était dedans, elle avait bien compris que je voulais qu'elle soit dans le calme, et elle avait ce même ralentissement que je lui demandais à pied. Donc ça, c'était vraiment extra. Parce qu'il y a eu justement cette association avec le jeu. Bon bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez des questions, le petit pouce bleu ça nous fait toujours plaisir, et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Une très bonne journée, à bientôt!